Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo des news de l'artificiel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un document qui a été publié par Google qui se résout à avouer son impuissance face à l'open source et à l'intelligence artificielle libre. Mais avant ceci, j'aimerais vous montrer tout d'abord une chose, c'est j'ai publié cette semaine, il y a 3 jours exactement, la première vidéo du nouveau format, l'IA en bref, l'intelligence artificielle en bref, sur la chaîne Artificialis de vulgarisation, donc Artificialis, que vous pouvez trouver ici. De toute façon, je vais vous mettre, vous trouverez le lien vers cette chaîne dans la description de la vidéo, et vous trouverez surtout un lien vers ce premier épisode également dans la description de la vidéo. Donc on y parle du machine learning et surtout on explique comment marche le machine learning de A à Z de manière très simple. C'est un premier épisode. Dans cet épisode, donc c'est le machine learning, mais on verra plus tard l'apprentissage auto-supervisé, le deep learning, etc., jusqu'au modèle de langage et ChatGPT, etc. Et tout ça expliqué de manière très simple. Voilà, donc ça c'était pour l'annonce, et puis on va passer à ce document de Google, et donc générique. Alors ce document il a été publié donc par Google il y a quelques jours, le 4 mai. Et donc, il s'intitule « Nous n'avons pas d'avance et OpenAI non plus ». Et ce que nous dit ce document, donc c'est un document qui a fuité de chez Google, un document interne de chez Google qui a été écrit par un chercheur en IA chez Google. Donc c'est pas quelque chose qui représente l'opinion totale de Google, c'est seulement une opinion interne. Et on nous dit en introduction que le texte ci-dessous, donc il a été divulgué très récemment sur un serveur Discord. Donc effectivement, c'est un chercheur au sein de Google et ça ne représente pas la vision globale de Google, mais un de ses chercheurs. On ne sait pas lequel, mais un de ses chercheurs. Et donc, ils nous disent, face à l'open source, c'est une vérité qui est inconfortable, c'est que nous ne sommes pas positionnés pour gagner cette course aux armements, et OpenAI non plus, avec son ChatGPT. Parce que ceux qui sont en train de gagner cette course à l'armement, c'est l'open source. C'est donc les modèles, par exemple les modèles de langage ou les modèles de chatbot qui sont open source, qui sont basés principalement maintenant sur Llama, donc le modèle publié à la base par Meta, et dont on a vu plein de différentes versions apparaître, des versions qui sont open source, c'est-à-dire on a accès au code, on a accès au modèle, on a accès au poids, etc. Et ce modèle il est en train de gagner parce que Google, le chercheur de Google nous dit, nous fait une petite liste, et c'est à ça que va nous servir surtout aussi cet article, c'est de voir un peu, refaire une petite récapitulation de ce qui s'est passé en fait dans le monde de l'IA libre, et voir un peu comment ça avance, un peu faire une récapitulation des dernières avancées et ce qui pourrait être intéressant pour nous de traiter dans de futures vidéos. On a pu faire tourner un LLM, donc un modèle de langage, sur un Pixel 6, qui est un utilisateur donc, qui a fait tourner Llama à 5 tokens par seconde sur un Pixel 6. Même un exemple. On a une IA personnelle évolutive qui permet d'affiner une IA personnalisée. Alors, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à Alpaca et à LoRa, sur lequel on va revenir. LoRa, on l'a vu aussi sur Stable Diffusion. C'est une méthode pour pouvoir mettre à jour avec des nouvelles données un modèle sans avoir à modifier le modèle original. Avec LoRa, on a des fichiers de mise à jour des poids, en fait. Je ferai peut-être un jour une vidéo, si j'ai le temps, là aussi, totalement que sur LoRa, un peu comment ça marche. Ça pourrait faire l'objet d'un 5 minutes pour un papier, puis ensuite d'une vidéo de tuto. Version responsable. Donc, on a ce problème avec les versions, par exemple, de ChatGPT sont limités pour ne pas répondre à certaines questions. Et donc, ils sont entraînés pour être responsables et pour ne pas donner des informations qui pourraient être mal utilisées.
Et on nous dit il existe des... ce problème, il n'a pas été résolu, il a juste été évité, puisqu'il existe des sites web entiers remplis de modèles de génération d'images sans aucune restriction. Et ça, on connaît, on l'a utilisé dans certaines vidéos. Par exemple, on a des sites où vous avez plein de modèles, en fait, qui ont été pré-entraînés sur diverses images, par exemple pour Stable Diffusion. Et la génération de texte n'est pas très loin derrière, puisqu'on commence à avoir plein de modèles différents. On a eu Alpaca, on a eu GPT-4All, on a eu Vicuna. Tout ça, c'est des modèles basés sur Llama qui se basent les uns sur les autres et donc qui, de la même manière que Stable Diffusion, ça je vous en ai parlé en plus de ça dans une vidéo, je vous avais dit aussi ça va devenir comme Stable Diffusion. Et bien c'est le cas, ça devient comme Stable Diffusion, on a plein de modèles différents qui apparaissent. Multimodalité, donc ça veut dire que c'est plus seulement du texte, mais que ça commence à prendre en compte l'image, ça pourrait prendre le son aussi dans le futur. Il y a un travail, un papier de méta qui vient de sortir aussi sur cette multimodalité complète. L'ActuS OTA, donc State of the Art, donc ce qui se fait mieux en termes de méthode. Science QA, donc c'est répondre à des questions sur les sciences, multimodal, a été formé en 1 heure. Donc on a un accès à l'entraînement de modèles de langage performants. Le coût d'accès à l'entraînement de modèles personnalisés, multimodaux, devient de moins en moins, de plus en plus bas, et donc permet de plus en plus de monde d'y avoir accès pour pas très cher. Et c'est ce qu'ils nous disent, les modèles open source sont plus rapides, plus personnalisables et deviennent plus performants rapidement. Ils font des choses avec des modèles à 13 milliards de paramètres, ça c'est le cas par exemple pour Vicuna, et pour 100 $, alors que nous mettons 10 millions de dollars pour des modèles à 540 milliards de paramètres. Ça c'est le cas, je crois, 540 milliards, je crois que c'était Palm, ou je sais plus si c'était un autre, non c'est peut-être un autre. Google est allé effectivement jusqu'à 540 milliards, et donc ils nous disent ils ont mis 10 millions là-dedans. C'est le financement. Et on verra plus tard que des modèles à 13 milliards de paramètres, comme Vicuna, entraînés pour 100 $, arrivent sur certaines métriques à faire presque aussi bien que des gros trucs comme ChatGPT, GPT-4, etc. Ils n'ont pas de carte secrète, ils n'ont pas d'informations secrètes, ils n'ont pas de compétences secrètes chez Google qui font qu'ils peuvent prétendent à faire mieux que l'open source. Et donc leur meilleur espoir, c'est d'apprendre et de collaborer avec l'open source. C'est l'avis du chercheur. Effectivement, les gens ne vont pas payer pour un modèle qui est censuré, comme ChatGPT, qui ne veut pas répondre à toutes les questions. Des modèles où on dicte à l'utilisateur comment utiliser le modèle, comment utiliser cette technologie-là, et où donc l'utilisateur n'est pas libre d'utiliser la technologie de la manière dont il le souhaite. Et effectivement, les gens ne vont pas payer pour un modèle censuré alors qu'il y a des alternatives gratuites qui sont sans restriction et d'une qualité comparable. Les modèles géants, c'est en termes de nombre de paramètres. Vicuna, par exemple, c'est 13 millions de paramètres, mais ChatGPT, GPT-3, 3.5, c'était 172 milliards. Donc on a plus de 10 fois plus. Et GPT-4, on serait à peu près à 1 billion, donc à 1000 milliards. Le coût d'entraînement de ce type de modèle est extrêmement haut. Et en plus, pour pouvoir développer un modèle, il faut l'entraîner plusieurs fois pour pouvoir itérer, pour pouvoir rechercher les hyperparamètres qui sont les meilleurs. Donc vous imaginez le coût pour entraîner ce type de modèle et surtout le temps qu'il faut pour entraîner ce type de modèle. Quand vous demandez à ChatGPT, il a des informations seulement de 2021, peut-être 2022. C'est parce que en fait, le temps d'entraînement de très très gros modèles est extrêmement long. Ça prend énormément de temps et donc ça les rend absolument obsolètes déjà à leur sortie. À long terme, les meilleurs modèles sont ceux qui peuvent être réentraînés rapidement. Plus qu'une réflexion après coup, maintenant nous savons ce qui est possible dans le régime de paramètres de moins de 20 milliards de paramètres. Effectivement, on voit ce qu'on peut faire avec des modèles comme Vicuna à 13 milliards et on arrive à faire presque aussi bien qu'un ChatGPT. Ce qui s'est passé, on rappelle, c'est début mars, on a la publication de Llama. Donc c'est la communauté open source qui met la main sur Llama et à partir de là, on voit
une arrivée d'une innovation, la même innovation qu'on a vue avec Stable Diffusion, avec la diffusion de Stable Diffusion. Et avec Stable Diffusion, du coup, on a vu plein de trucs. On a vu ControlNet, on a vu Dreamboost, on a vu LoRa, etc. On a eu la possibilité d'entraîner nos propres modèles. Et ça, c'est une explosion de l'innovation qui est seulement possible avec des modèles qui sont open source. Et donc, Llama, au départ, il n'était pas totalement comme ChatGPT parce qu'on n'avait pas de ce qu'on appelle d'apprentissage d'instruction. Hein, donc, c'était purement un modèle de langage, hein, donc de prédire le prochain mot, alors que ChatGPT, par exemple, est entraîné pour remplir des instructions. Donc, on lui donne des instructions sous forme de texte et on lui dit la tâche qu'il doit accomplir et en fait, on va l'entraîner à effectuer des instructions. On va l'entraîner également, ChatGPT est entraîné sur des textes spécifiques qui sont des textes de conversation. Et puis, on a une troisième étape de l'entraînement de ChatGPT, c'est le RLHF, le Reinforcement Learning with Human Feedback. En gros, on va demander à des humains d'évaluer en fait la réponse du chatbot et de lui donner une note. Et puis, en gros, après, on va entraîner le chatbot pour qu'il puisse donner des réponses de qualité, selon l'être humain. Donc on avait ces trois étapes qui manquaient de Llama. Llama, c'était purement un modèle de langage. Ça n'a pas duré longtemps, à peu près un mois plus tard, en moins d'un mois, on a vu apparaître des variantes avec l'apprentissage par instruction, la quantification, c'est-à-dire, quantification c'est pour réduire la taille du modèle, pour pouvoir l'entraîner sur des GPU plus petits, l'amélioration de la qualité, l'évaluation humaine, la multimodalité, et puis l'entraînement par feedback humain. Et donc, comme l'open source a résolu le problème d'échelle, hein, donc les modèles qui sont trop gros pour pouvoir être entraînés sur des ordinateurs assez petits, accessibles par monsieur tout le monde, l'open source a résolu ce problème, ce qui fait que n'importe qui peut bricoler ces modèles, comme Stable Diffusion en gros, et puis le chercheur de Google constate que la barrière à l'entrée pour l'entraînement et l'expérimentation est passée de la production totale d'un grand organisme, donc comme une grande compagnie comme Google, qui a à sa disponibilité une puissance de calcul absolument énorme. C'est passé de ce type d'organisme à une recherche, à un grand organisme de recherche, à une personne seulement, en une soirée, capable d'entraîner un modèle de langage sur un ordinateur un peu costaud, donc avec une RTX 3090 par exemple. Donc on est passé de Google à la RTX 3090, et ça permet à tout le monde de venir et d'innover en fait dans le domaine. Le chercheur nous dit, effectivement, il fait la comparaison avec cette innovation qu'on a vue dans la génération d'images avec Stable Diffusion. Et il nous dit dans les deux cas, la participation publique à faible coût a été rendue possible par une procédure de fine-tuning appelée adaptation low rank, ou LoRa. Ça on l'a vu, on l'a pas mal utilisé. Enfin, on n'a pas tellement utilisé dans les vidéos sur Stable Diffusion, donc il faudrait qu'on en parle bientôt, parce que c'est peut-être aussi en termes scientifiques, voir un peu comment ça fonctionne, parce que c'est effectivement une technologie qui est absolument essentielle et qui est très importante. Et LoRa qui a combiné à une percée significative de la taille des modèles. Dans les deux cas, cela a rapidement devancé les grands acteurs du domaine. Donc c'est vraiment la capacité, cette apparition de technologies comme LoRa qui ont permis à des personnes comme vous et moi, avec des ordinateurs un peu costauds, de commencer à innover dans le domaine et donc de sortir plein de trucs. Et le problème, c'est que comme en face, on est très nombreux, que ce soit dans la recherche, que ce soit des codeurs, que ce soit des programmeurs, que ce soit des gens pour tester la technologie, que ce soit des techniciens. Google ne peut pas être aussi nombreux que la communauté open source. Et donc, que ce soit Google ou les autres grands acteurs du domaine, ils n'ont pas la capacité de rivaliser avec l'innovation qui est possible dans le monde open source. L'effet était palpable. Donc ça, ils font comparaison avec DALL-E, hein, DALL-E versus Stable Diffusion. On a vu que DALL-E, c'est sorti au départ, mais ensuite ça a très très vite été complètement écrasé par Stable Diffusion, qui est venu faire des choses qui étaient absolument impossibles par DALL-E. Hein. La plupart des technologies
ControlNet, DreamBoost, tout ça, tous les différents outils qui ont été développés sur Stable Diffusion permettent de faire des choses qui sont impossibles à faire sur DALL-E. Et donc le chercheur nous dit, l'effet était palpable, domination rapide en termes d'impact culturel par rapport à la solution OpenAI, qui est devenue de moins en moins pertinente. Il reste à voir si la même chose se produira pour les LLM, mais les grands éléments structurels sont les mêmes. Donc la question c'est est-ce que il ne va pas arriver à ChatGPT exactement la même chose qui est arrivée à DALL-E, c'est-à-dire se faire complètement dépasser en termes de capacité et d'utilité par des modèles open source. Donc, il nous parle ensuite de ce qu'ils ont manqué avec cette technologie LoRa. Alors, sans entrer dans des détails, ce que permet LoRa, c'est la mise à jour des modèles sous forme de factorisation de grade inférieur. Là, c'est déjà trop détaillé, on va se dire. Ce que ça permet surtout, on entrera, si ça intéresse certains d'entre vous, on entrera dans le papier en détail pour voir vraiment comment ça fonctionne, parce que c'est une technologie très importante. Donc c'est intéressant, ça serait intéressant de se plonger là-dedans. Mais vraiment pour comprendre à quoi ça sert et pourquoi en fait c'est important, en fait ça permet un fine-tuning du modèle à une fraction du coût et du temps, pouvoir personnaliser un grand modèle de langage en quelques heures sur du matériel grand public est un succès notamment pour les applications qui impliquent l'intégration de connaissances nouvelles et diverses en temps quasi réel. Donc justement c'est ce qu'on parlait, on parlait de ce problème avec les grands modèles de langage, c'est ça prend énormément de temps pour les réentraîner depuis zéro, alors que si vous pouvez mettre à jour le modèle avec de nouvelles données, vous pouvez adapter le modèle de jour en jour pour qu'il soit constamment mis à jour et donc utilisable pour certaines applications, puisque certaines applications nécessitent le fait d'avoir des nouvelles données qui sont intégrées constamment de jour en jour. Et c'est une particularité de ce que permet LoRa, c'est que ce qui rend LoRa efficace, et que, comme d'autres formes de fine-tuning, il est incrémentable. C'est-à-dire que je peux avoir un modèle de base qui a été entraîné sur plein de données, et puis je peux ajouter un entraînement, je peux faire du fine-tuning, ajouter de nouvelles données à son entraînement, sans forcément totalement écraser ce qui a été fait auparavant. Et donc je peux, en fait, mettre à jour le modèle, à chaque fois avec de nouvelles données, et donc je peux avoir des modèles qui sont mis à jour et baser en fait un nouveau modèle sur ce qui a été fait sur un modèle précédent, et donc on a quelque chose qui ressemble plus à du développement logiciel où chaque fois je vais ajouter des nouvelles choses, et donc je vais pouvoir prendre un modèle et puis pouvoir vraiment le façonner comme je veux pour pouvoir le rendre très efficace pour une application particulière. C'est un peu ce qu'on a vu avec Stable Diffusion, avec l'entraînement avec DreamBoost pour pouvoir créer des images spécifiques. Et c'est grâce à ce type de méthode qu'on a vu ensuite des centaines de modèles apparaître, spécifiques pour des animes, spécifiques pour de la science-fiction, spécifiques pour des images vintage. C'est grâce à ce type de technologie, grâce au fait qu'on peut les entraîner très rapidement et les mettre à jour, mettre des modèles qui sont déjà très performants à la base, mais pouvoir ensuite les mettre à jour pour une utilisation spécifique. Des améliorations telles que le réglage des instructions peuvent être appliquées, puis exploitées à mesure que d'autres contributeurs ajoutent un dialogue, un raisonnement ou l'utilisation d'outils. Cela signifie qu'à mesure que de nouveaux ensembles de données et de meilleures tâches deviennent disponibles, le modèle peut être mis à jour à moindre coût sans jamais avoir à payer le coût d'une exécution complète. Alors le chercheur continue sur cette innovation qui est permise par LoRa, et qui dit les mises à jour de LoRa sont très bon marché à produire, à peu près $100. Donc généralement il vous faut des choses un peu, des GPU un peu costauds. Donc, de ce que j'ai vu, c'est principalement utilisé entraîné sur des plus gros GPU que les RTX 3090, avec plus de mémoire jusqu'à 48 Go. Et ces $100, c'est à peu près le coût de la location pendant quelques jours, en gros. Et donc pour les tailles de modèles les plus populaires, cela signifie que presque toute personne ayant une idée peut en générer une et la diffuser. Donc n'importe qui, avec un peu de moyens, s'il a une idée, il peut la tester, la générer, l'évaluer, et ensuite la diffuser à tout le monde.
Et ça, c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas possible pour une société comme Google, ou comme Meta, ou comme Microsoft, ou pour OpenAI. En effet, en termes d'heures-ingénieurs, le rythme d'amélioration de ces modèles dépasse largement ce que nous pouvons faire avec nos plus grandes variantes, et les meilleurs sont déjà largement indiscernables de ChatGPT. Ça, on va le voir sur beaucoup de métriques. Les modèles open source et libres arrivent gentiment à égalité avec des modèles comme ChatGPT. Et donc le chercheur, il s'aperçoit que concurrencer directement l'open source, c'est une stratégie qui est perdante, et ça on l'a vu. On l'a vu avec DALL-E, et on commence petit à petit à le voir avec Midjourney, parce que les rythmes de mise à jour de Midjourney et les innovations qui sont faites avec Midjourney sont, je suis désolé, mais ont un retard incroyable sur ce qui est possible, sur ce qui est possible avec Stable Diffusion, par exemple. C'est pour ça que vous voyez moins de vidéos avec Midjourney qu'au début de ma chaîne. Tout simplement parce que je trouve ça beaucoup moins intéressant, en fait. Au-delà du fait que c'est pas libre, je trouve ça beaucoup moins intéressant que du Stable Diffusion. Qui paierait pour un produit Google avec des restrictions d'utilisation s'il existe une alternative gratuite et de haute qualité sans elle? Et il ne faut pas s'attendre à pouvoir rattraper son retard. L'Internet moderne est basé sur l'open source pour une raison. L'open source présente des avantages significatifs que nous ne pouvons pas reproduire. Ensuite, ils nous disent que l'open source, que Google a plus besoin de l'open source que le contraire. On va passer là-dessus. Grosso modo, c'est la capacité du monde open source. Donc, c'est des instituts de recherche, c'est des programmeurs, c'est des passionnés qui ont la capacité donc d'explorer l'espace des solutions d'une manière qui est beaucoup plus large et beaucoup plus rapide qu'une entreprise, même aussi puissante que Google. Être votre propre client signifie que vous comprenez le cas d'utilisation. En parcourant les modèles que les gens créent en génération d'images, il y a un vaste élan de créativité, des générateurs d'animes au paysage HDR. Ces modèles sont utilisés et créés par des personnes profondément immergées dans leur sous-genre particulier, apportant une profondeur de connaissance et d'empathie que nous ne pouvons espérer égaler. Et ça, c'est totalement applicable aussi au LLM, puisque on va voir des gens qui sont calés dans certains domaines, par exemple, je sais pas, en droit, on va les voir, ou des groupes d'avocats s'alliant avec des gens qui s'y connaissent dans ce domaine-là, développer des modèles très spécifiques pour, par exemple, le domaine juridique. Et ces connaissances-là, elles ne sont pas réplicables par des grandes entreprises, même comme Google, ou comme Meta, ou comme Microsoft. Donc là, ils pensent que ça serait mieux de laisser, de collaborer avec l'open source et ensuite de pouvoir prendre ce travail-là et de travailler plus sur leur environnement d'intégration de ces modèles plutôt que sur faire de la recherche fermée. Et ils se disent quand même, face à OpenAI, comment on fait? Parce que OpenAI, c'est ce qu'ils font, et puis si OpenAI fait du travail fermé, fait de la recherche fermée, pourquoi est-ce qu'ils devraient faire, eux, de la recherche ouverte? Donc il dit, pourquoi devons-nous partager s'ils ne le font pas, OpenAI? Mais le fait est que nous partageons déjà tout avec eux sous la forme d'un flux constant de chercheurs et d'ingénieurs. Effectivement, la connaissance même qu'on développe en interne, c'est extrêmement difficile de la garder quand vous avez comme ça des ingénieurs qui vont passer d'une boîte à une autre, qui vont publier des papiers, etc., etc. Et à la fin, ce que fait OpenAI n'a pas d'importance. Ils commettent les mêmes erreurs que nous dans leur posture par rapport à l'open source, et leur capacité à conserver un avantage est nécessairement remise en question. Les alternatives open source peuvent et finiront par les éclipser, à moins qu'elles ne changent de position. À cet égard, au moins, nous pourrons faire le premier pas. Donc oui, la stratégie d'OpenAI, qui a été depuis l'apparition de ChatGPT, de laisser tomber l'open source, ils l'ont justifié par le fait que, soi-disant, publier ce type de modèle serait trop dangereux parce que les gens l'utiliseraient à des fins malhonnêtes. Donc ils se sont imposés comme régulateurs et comme seuls porteurs d'une vision éthique et de comment on devrait utiliser ce type de modèle.
Et donc, bah oui, la stratégie d'OpenAI, elle est perdante, et ça se voit très bien. Elle a été perdante dans la génération d'images, elle a été perdante à cause de modèles comme Stable Diffusion, mais elle est également perdante avec ChatGPT et les LLM et les chatbots de manière générale. Parce qu'on voit exactement le même scénario se reproduire. Un modèle ouvert apparaît, il est reproduit, reprogrammé, amélioré à une vitesse absolument fulgurante. Et donc on introduit des innovations qui sont absolument impossibles à reproduire chez OpenAI ou chez Google. Donc on a une petite chronologie qui est intéressante pour nous pour pouvoir un peu voir, nous rappeler de ce qui a été fait et puis pouvoir peut-être récapituler un peu cette aventure qu'on subit depuis à peu près 6 mois, parce que oui, on subit, parce que ça va tellement vite, mais on peut voir un peu récapituler ce qu'on a vu, hein, pas seulement avec les modèles de langage, mais aussi avec les générateurs d'images depuis septembre, août dernier. Au départ, on a eu Meta qui a publié Llama, avec le code source ouvert, mais sans avoir la publication du modèle entraîné. Donc Llama, un modèle qui n'est pas entraîné sur des instructions ou sur des conversations. L'inévitable arrive, donc c'était le 24 février que Meta a introduit Llama. 3 mars, on a l'inévitable, Llama est divulgué au public, donc les poids sont publiés. Donc c'est utilisable avec une licence qui permet l'utilisation de Llama à des fins non commerciales. Non, à des fins... l'empêche d'être utilisé à des fins commerciales. Donc des fins non commerciales, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Le 12 mars, un peu plus d'une semaine plus tard, on a un gars qui nous fait fonctionner ça sur Raspberry Pi, hein, donc sur un petit ordinateur à 50 balles. Le 13 mars, c'est-à-dire le lendemain, on a le fine-tuning de Llama sur un simple ordinateur portable, donc comme avec une RTX 4090, qui était cet Alpaga de Stanford, qui a été donc fine-tuné sur un ordinateur en quelques heures avec une RTX 4090 en utilisant LoRa. Et donc tout d'un coup, n'importe qui pouvait fine-tuner un modèle LLM basé sur Llama. Et donc participer à la course en faisant des projets qui utilisent le fine-tuning, donc à petit budget. Et donc le 18 mars, donc 5 jours plus tard, on a quelqu'un, Grégory Garganov, qui introduit la quantification, donc réduire la taille d'un modèle, qui permet de réduire la taille d'un modèle pour utiliser Llama sur un processeur MacBook. Première solution, sans même utiliser un GPU. Le 19 mars, donc le lendemain, on a un modèle à 13 milliards de paramètres qui devient aussi performant que Bard de Google. C'est une collaboration interuniversitaire, hein, de nouveau c'est des instituts de recherche mais qui sont des instituts publics, qui publient donc ce fameux Vicuna auquel on a consacré une vidéo, alimenté par des données récupérées sur OpenAI, sur GPT-4, avec des comparaisons qualitatives pour produire le modèle. Et donc, on se souvient, on arrivait à des performances qui arrivaient petit à petit un peu au niveau de ChatGPT, mais avec un coût d'entraînement de seulement $300. On se souvient, oui, ils avaient utilisé des données qui venaient de ChatGPT en contournant certaines restrictions de l'API. Et ils ont ensuite simplement échantillonné des exemples venant de dialogues avec ChatGPT, qui étaient classés comme impressionnants et qui ont été publiés sur le site ShareGPT. ShareGPT, c'est un site qui stocke en fait plein de dialogues qui sont spécifiés comme intéressants avec ChatGPT, auxquels vous pouvez ajouter vos propres dialogues. Et donc ça fait une base de données qui ensuite a été utilisée pour créer Vicuna. Le 25 mars, moins d'une semaine plus tard, on a GPT-4All, sur lequel on a aussi fait une vidéo, qui n'est pas seulement un modèle, mais tout un écosystème, hein, donc on a pu tester dans une interface graphique et tout. Et donc, pour la première fois, on voit des modèles le 25 mars. Donc, le 25 mars, on voit des modèles
comme Vicuna, se rassembler en un seul endroit pour une coût de formation de 100 $. Donc là, on commence à nouveau à avoir un peu l'équivalent de ChatGPT, de Stable Diffusion, avec tous ces modèles différents qu'on a vu apparaître sur Internet. Donc là, on arrivait déjà à peu près à ce niveau. 28 mars, Cerebras, qui est un fine-tuning utilisant GPT-3. Et 28 mars, donc le même jour, une formation, un entraînement d'un modèle multimodal en 1 heure, utilisant une technique PEFT, Parameter Efficient Fine-Tuning, avec Llama. On a vu les Llama adapteurs, ou également, ça, on va aussi s'y intéresser, qui étaient, si vous vous souvenez, on avait eu aussi des adapteurs, les T-adapteurs sur Stable Diffusion. On a fait une vidéo là-dessus, ce qui permettait de faire un contrôle net, mais avec des modèles qui étaient beaucoup moins volumineux. Et donc avec avec beaucoup moins de paramètres, et ce modèle, il a réussi à atteindre le SOTA, donc le State of the Art, sur du Science QA multimodal. 3 avril, peu de temps après, les humains ne peuvent plus faire la différence entre des modèles ouverts à 13 milliards de paramètres et ChatGPT. Avec Berkeley Koala, on franchit une étape cruciale en mesurant les préférences humaines réelles entre ce modèle et ChatGPT. Bien que ChatGPT conserve un léger avantage, plus de 50% du temps, les utilisateurs préfèrent Koala et n'ont aucune préférence, Coût de la formation également 100 $. Donc on arrive à des modèles à 13 milliards de paramètres basés sur Llama qui sont entraînés pour un coût de 100 $, donc quelques heures sur un gros GPU, et qui arrivent tranquillement à faire presque aussi bien que ChatGPT qui lui a plusieurs centaines de milliards de paramètres. Et donc, dernier événement, on arrive le 15 avril, l'open source, l'entraînement par feedback humain est recréé par l'open source et atteint les niveaux de ChatGPT. Et ça, c'est ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, c'est Open Assistant, qui a lancé son modèle, là aussi créé à partir de Llama, qui utilisait le feedback humain, et qui arrivait en termes de performance à quelque chose d'assez similaire à ChatGPT. Non seulement, on se souvient, ils avaient introduit ce modèle, mais ils avaient aussi introduit cette interface graphique, cet outil web pour pouvoir noter les réponses du chatbot et pouvoir créer un jeu de données open source qui va être ensuite utilisable par tout le monde pour pouvoir créer des modèles spécifiques. C'est ce qui nous dit, comme l'ensemble des données est accessible au public, il fait passer le RLHF d'irréalisable à bon marché et facile pour les petits expérimentateurs. C'est-à-dire nous. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. On va continuer à s'amuser avec les générateurs d'images. On va continuer à vulgariser cet ensemble de techniques. On va continuer sur Artificialis Code à maîtriser ce type de technologie pour pouvoir en faire des projets intéressants pour les utiliser pour nous, pour nos projets. Et sur Artificialis pour vulgariser ce type de technologie et comprendre réellement comment ça fonctionne. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt. On va continuer bientôt sur des modèles de langage avec des vidéos de tutos. On va revenir, ne vous inquiétez pas, sur des vidéos de tutos sur les générations d'images, parce qu'il s'est passé aussi pas mal de choses, donc on va aussi s'y remettre et essayer de nouvelles choses. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode de l'IA en bref, où on explique le machine learning. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Artificialis Code. Si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, mais également à la chaîne Artificialis. Je vous mets le lien dans la vidéo. Et puis, c'est tout. Également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez rejoindre la communauté Artificialis et faire vivre la chaîne. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!